vous remercie beaucoup. Je suis ravi de revenir dans ce laboratoire que j'ai fréquenté pendant de nombreuses années, de revoir M. Minard, son directeur. À l'époque, c'était M. Gadi, qui me précédait, qui était mon directeur de recherche, de revoir la présidente de mon jury de thèse aussi. Donc, je remercie beaucoup l'association de me permettre tous ces grands plaisirs et de présenter un petit résumé que j'espère satisfaisant de mes recherches. Alors, je vais d'abord localiser les choses parce que Luynes en Touraine, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. La Touraine, j'espère que oui. Donc, ça se trouve à une quinzaine de kilomètres de Luynes, de Tours, pardon, qui est au centre du département aujourd'hui d'Indre-et-Loire, anciennement Touraine, grosso modo. Particularité de cet endroit, comme le montre cette carte ancienne, qui date du XVIIe siècle, son ancien nom était Maillé. C'est devenu Luynes après l'acquisition par un personnage qui va devenir duc de Luynes. Louis XIII, en créant le duché Péry de Luynes, va changer le nom de Maillé en Luynes. L'emprise de la ville, qu'on peut qualifier d'historique par rapport à la ville actuelle de Luynes, vous la voyez dans le petit rectangle rouge, tout ce qui est en orangé ou en rosé, et sur le plateau, l'extension de la ville contemporaine à partir des années 1970 avec les phénomènes de réurbanisation de tout. Ce que je vais vous présenter, ce sont essentiellement les grandes lignes de ma recherche. Donc, j'ai été historien, j'ai élargi mes compétences à l'histoire de l'art. Entre-temps, j'ai fait de l'archéologie du bâti. Et j'ai souhaité, dès le départ, mettre à parité ces différentes composantes et non pas faire une thèse d'histoire de l'art en prenant l'histoire en appui. Dans ma thèse, les choses sont à équivalence. Le premier élément a été de définir les problématiques. Je ne vais pas lire ce qui est écrit, chacun peut le faire sans difficulté, avec un résumé extrêmement simpliste en bas, qui a fait quoi, où, quand, comment, dans quel contexte. Donc, toutes ces questions sont des questions auxquelles j'ai tenté d'apporter des réponses, souvent multiples et pas toujours affirmées, puisque je porte même de la recherche. Madame Dorjec me pardonnera de prendre l'expression que je ne m'attribuerai pas, parce qu'elle vient d'elle, à laquelle s'ajoute un commentaire de M. Gadi. C'est une approche micro-historique, puisque je me suis intéressé effectivement aux grands bâtiments, aux grands territoires, mais plus encore à la ville et aux petites choses qui sont dans la ville. Je vais détailler juste après. Pour avoir un suivi historique compréhensible, j'ai suivi une trame chronologique, grosso modo, du Xe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, enfin avant la période révolutionnaire, avec dans le corpus des bâtiments abordés ou étudiés une excursion sur les édifices antiques qui avaient préstructuré ce qui deviendra plus tard la ville de Luynes elle-même, ville de Luynes qui sera capitale de territoires successifs, baronnie, comté, puis duché-pairie. Néanmoins, ça ne me paraissait pas suffisant d'avoir cette approche historique. L'approche histoire de l'art était plus intéressante, d'où la définition thématique en entonnoir, une approche rhétorique, même s'il est vrai que l'approche micro-historique convient mieux finalement. Je n'ai pas les compétences de Mme Dorjec pour définir les choses aussi précisément au départ, qui est donc d'aborder le territoire ou les territoires successifs, les seigneurs évidemment qui les ont gouvernés, l'administration et la justice du territoire, puis ensuite on passe à l'échelle de la ville capitale, parce que je ne pouvais pas étudier tout le territoire, qui représente grosso modo le duché-pairie de Luynes, l'équivalent de 5 ou 6 cantons actuels. C'est quand même quelque chose de très vaste, hein, cinquantaine de paroisses, ou 57 paroisses composées de territoire. Donc je l'ai juste cerné. Et puis à l'échelle de la ville ensuite, tout ce qui concerne l'étude de la ville, donc on va le voir, la démographie, les activités économiques à partir des registres paroissiaux, je vais préciser après les sources sur lesquelles j'ai travaillé, toute l'organisation urbaine, dont je vais parler juste après, les architectures, ce qui fait que je suis presque un tourbillon dans la présentation aujourd'hui, puisque pour moi l'architecture est une composante essentielle de ce que j'étudie, mais n'est qu'une des composantes de ce que j'étudie. Et bien entendu, la notion des paysages à laquelle je n'avais pas pensé au départ, mais M. Gadi m'a tellement poussé dans ces domaines que je ne maîtrisais pas, que je me suis formé sur cette approche des paysages, notamment à travers la cartographie, on va en parler juste après.
Donc, la première partie concerne les territoires. Comme je viens de le dire, le territoire va évoluer dans le temps, s'agrandir, changer de statut. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les 4 points sur lesquels je me suis appuyé, c'est donc l'évolution de ces territoires, leur emprise par rapport à la province, voire au-delà de la province, leur situation. J'aurais pu rajouter leur site aussi, puisque la particularité de l'Huisne était certes en bord de Loire, mais elle empiète à la fois sur les Varennes du bord de Loire, donc une partie basse, une échancrure de coteaux, le coteau et le plateau qui est en hauteur. Donc c'est une ville qui est d'un certain côté étagée. On verra peut-être pas tant que ça, mais qui est à prendre en compte. Le château étant en hauteur, la ville étant pour sa majeure partie dans la partie basse. Et la cartographie, bien entendu, puisque les territoires successifs n'avaient jamais été cartographiés, pas plus que la ville. Donc là, j'ai eu un travail de cartographie assez important à faire pour essayer de restituer les différentes étapes pour pouvoir les appréhender et avoir un visuel. Comme disait tout à l'heure la personne, quand le corpus est large, mes neurones vieillissants avaient besoin de quelque chose de matériel pour saisir les choses. La deuxième partie sur laquelle je vais passer rapidement sont les seigneurs. Donc évidemment, j'ai repris les biographies, les généalogies des seigneurs du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque moderne, en particulier des ducs de Luynes, puisqu'il n'était pas pensable non plus sur le plan historique d'aborder dans ma thèse toute l'histoire et toutes les structures de Luynes depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai donc plus particulièrement centré sur le personnage qu'on va voir juste après, qui est le deuxième duc de Luynes, donc le XVIIe siècle pour l'essentiel, en observant, en analysant les périodes antérieures comme l'héritage et la période postérieure, le XVIIIe siècle, comme l'évolution, pour voir ce qu'on pouvait déceler dans les identités entre l'héritage et les modernités, ou la modernité. Donc, je vous présente le deuxième duc de Luynes. Bon, je ne vais pas faire la biographie du duc de Luynes, proche des jansénistes. Il a moins d'1 an lorsque son père meurt, donc on va lui laisser le temps d'avoir l'âge de s'occuper de son duché. Et c'est lui vraiment l'organisateur, celui qui va structurer la ville que son père a à peine ébauché, puisque le duché Péry de Luynes a été créé à la fin de l'année 1619 et le premier duc de Luynes est mort à la fin de l'année 1621. Donc, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il avait visiblement des intentions que j'ai essayé de préciser. Le plus intéressant pour ce personnage, c'est qu'en dehors de son intérêt pour le jansénisme, j'ai essayé de cerner son éducation, sa personnalité, et j'ai eu la chance de trouver sur un exemplaire unique qui est conservé à la BNF de l'ouvrage dont vous avez la première page ici, Instructions pour apprendre à ceux qui ont des terres dont ils sont seigneurs, comment faire pour la gloire de Dieu et le soulagement du prochain, sans oublier ce qu'il a rajouté par la suite, suivant les ordonnances de France. On sent bien l'influence janséniste sous-jacente, mais qui est un personnage étonnant et remarquable. Peut-être pas un grand clown dans la vie, certainement pas quelqu'un de très drôle, mais quelqu'un de très attentionné à ses devoirs, bien plus qu'à ses droits. Une leçon pour l'époque contemporaine, si vous me permettez ce petit aparté, sans aucune allusion précise. Chercheur. Mais pour vous donner un exemple, pour lui, par exemple, offrir une bannière à son église, on ne doit pas y apposer ses armes, ce serait faire œuvre de vanité. On verra que dans les œuvres qu'il va accomplir dans la ville, ça aura une importance, notamment dans le domaine architectural. Alors, la base de documentation est assez énorme. J'ai fait un dénombrement rapide à la louche. Il y a à peu près plus de 72 000 documents sur lesquels j'ai travaillé, allant d'un acte de baptême de 3 lignes jusqu'à l'inventaire après décès du 4e duc de Luynes qui fait 1500 pages. C'est un document. Donc, la masse est importante. Mais dans cette documentation de tout type, il y a 4 documents qui sont vraiment types de documents qui ont une importance que j'ai listée ici. Les registres paroissiaux, dont j'ai fait le relevé intégral, plus de 50 000 actes, mis sur tableur Excel, et de façon à faire une étude démographique et à définir avec une certaine rigueur scientifique, donc beaucoup d'inconnus et d'incertitudes, les activités économiques de la ville pour voir si cela avait une influence sur l'organisation générale urbaine et particulière de l'architecture. Le minutier essentiel, on travaille peu sur les minutiers, ce que je regrette, parce que ce sont vraiment les archives du quotidien. On y trouve tout.
Donc là, évidemment, sur les 18 000 actes, j'en ai sélectionné, que j'ai tous regardés, et j'en ai sélectionné environ 1 millier. Les plus intéressants, évidemment, étant les procès-verbaux d'état des lieux de bâti, les procès-verbaux de baux, qui donnent des descriptifs qui, si le bâtiment existe, permettent de faire des comparaisons. En croisant les registres paroissiaux et le minutier, il est possible de restituer, au moins partiellement, les propriétés de bâti. Et donc de dater éventuellement l'origine du bâtiment, en tout cas de cerner à peu près, en croisant avec ce que les études de terrain, bien entendu, vont donner comme information. Les archives judiciaires ont aussi un intérêt. Alors, on les appelle archives judiciaires à tort, c'est selon le fonctionnement de l'Ancien Régime, archives administratives et judiciaires. Il est évident que tout ce qui était domaine des procès, que ce soit en civil ou en criminel, n'avait pas un grand intérêt pour moi, à quelques exceptions près. C'est surtout tout ce qui concernait l'administration du territoire et de la ville en particulier qui m'intéresse. Et enfin, des documents alors, archi précieux, ce sont les cartes et plans, notamment une collection de plans terriers dont je vais parler juste après. Donc rapidement, voilà à peu près ce qu'on peut faire ressortir de l'étude des registres paroissiaux, donc des courbes qui vous donnent des tendances, de montée démographique, de stagnation, de baisse démographique. Grâce au travail qui avait été accompli sous l'égide de François Lebrun, je vais y arriver, à l'université de Rennes 2, et un petit ouvrage qui était paru dans les années 90 sur comment travailler l'histoire locale, puisque ma formation en histoire remonte aux années 80. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'apports comme Michel P, des gens comme cela, qui m'ont formé à comment, à partir des registres paroissiaux, en les travaillant d'une certaine façon, on peut restituer à peu près les niveaux de population et calculer à peu près la quantité de population et les mouvements que cela peut donner. Et sur le camembert qui est en dessous, préciser les choses en termes de profession, d'activité socio-économique. Et, alors les graphiques n'apparaissent pas ici, essayer de restituer aussi la sincérité de ce que les chiffres nous donnent. Il y a quand on a peu de données sur la masse générale, la sincérité évidemment est assez faible. Évidemment, quand on a des mentions de profession sur 90% des actes, là, évidemment, la sincérité est nettement plus forte. Donc, il est important de bien préciser les choses et non pas de balancer des chiffres comme ça qui vont être totalement faux si on n'a que 5% de résultats sur les 100% de données préalables. Ce que j'ai dit tout à l'heure, restitution des origines de propriété grâce au relevé des registres paroissiaux, donc ça je passe rapidement. Et puis ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé et ce sur quoi il y a encore beaucoup à faire, ce sont tous les acteurs méconnus. Je me suis beaucoup attaché aux petites choses, aux petites gens, aux petits bâtiments, sans négliger les grands si possible, mais notamment ce personnage, Jacques Perrier, commissaire à terrier, notaire, etc. Donc j'ai réussi à retrouver la bibliographie par chance, aucun mérite. J'ai pu retrouver le portrait tout à fait par hasard, qui a réalisé des plans terriers de différents types que je présente dans ma thèse, que je ne vais pas présenter ici parce que ce sera un petit peu long. Mais bon, on voit par exemple sur la droite un plan terrier géométrique, c'est réalisé avec des appareils qui permettent de mesurer précisément les parcelles, etc. Malgré tout, comme ce personnage était le fils d'un trésorier de la monnaie et qu'il avait appris à très bien dessiner, on voit que la façade du château et celle du couvent qui est à côté sont représentées en façade, en élévation et non pas en plan. Mais on voit sur l'autre plan de gauche, qui est un autre type de plan terrier, qu'il arrivait à faire des parcellaires, des études de parcelles très précises, autant pour le bâti que pour le non bâti, et parfois même d'autres éléments dont on va parler juste après. Donc on passe maintenant à l'étude du cadre urbain. Vous me pardonnez d'être succinct et de ne pas approfondir, mais j'ai un temps limité, donc je ne peux pas aborder tous les champs en vous donnant les détails. J'essaierai de répondre à vos questions s'il y en a par la suite. Alors, un petit peu vite. Donc voilà une vue de la ville de Luynes, que vous ayez un aperçu de ce qu'elle est de nos jours. On voit très bien le château sur les hauteurs, une échancrure de coteaux sur le plateau, pas énormément de bâtiments. Ces parties-là ont heureusement été classées. On voit quand même des bâtiments dessus, comme quoi l'administration ne respecte pas toujours les règles qu'elle s'impose en principe. Et dans l'échancrure du coteau, la ville historique qui s'est étendue dans les Varennes basses de la Loire par la suite. On voit très bien le type de bâtiment HLM Ordinarius que l'on trouve en bas.
Ça aurait été merveilleux d'utiliser le matériel qui est disponible au centre Chastel. Néanmoins, je n'ai pas voulu faire déplacer et faire dépenser de l'argent au laboratoire avec les drones et tout le matériel merveilleux qui est ici. Donc, j'ai travaillé à l'ancienne sur le plan géographique pour établir des courbes et des coupes de façon à ce qu'on comprenne à peu près comment le relief est en place et à définir l'assiette de la ville et l'assiette des bâtiments structurants. On voit très bien, c'est assez petit sur les schémas, on voit très bien le château qui est en haut, la ville qui est en contrebas, protégée par le coteau, et assez peu de bâtiments. Là, il s'agit de représentation à partir des plans terriers et non pas à partir de la ville moderne. Donc, les bâtiments contemporains n'apparaissent pas sur ce schéma, et on voit que dans les Varennes, il n'y a évidemment pratiquement pas de bâtiments, ou très très peu, ça mord à peine sur et sur la coupe transversale, on voit très bien qu'il n'y a pas de bâtiment sur le coteau, mis à part le château qui ne peut pas apparaître puisque la coupe est plus basse, avec une assiette. Et ça m'a permis de repérer un certain nombre de choses dans la ville. D'abord, les reliefs et les espaces. Donc, on voit bien où sont les édifices structurants, 1, 2, 3, 4. P, c'est pour le plateau, et la ville en contrebas, avec une double pente, une pente évidemment du plateau jusqu'aux Varennes, et en même temps une pente artificielle, elle, alors la première a forcément été travaillée, une pente artificielle qui correspond pour moi à cette dimension-là. Comment obtenir une circulation dans la ville lorsqu'on est dans une échancrure qui vous protège certes des vents et certains écoulements, mais qui fait que le ruisseau ou la rivière qui coule dans l'échancrure va mouiller la ville en permanence et causer des dégâts. Et bien, on travaille le terrain et on crée une double pente perpendiculaire à la première et une circulation dans la ville qui fait qu'on ne passera que par des niveaux hauts, qui curieusement ne sont pas les niveaux les plus directs, contrairement à la situation actuelle où avec le béton, le bitume, on a caché tout cela et les camions filent tout droit. Le parcellaire, à travers les plans terriers, est apparu comme essentiellement médiéval, donc assez réduit, des parcelles de 20 mètres sur 10 mètres, grosso modo, ou 7-8 mètres, mais qui, au fur et à mesure du temps, avec l'évolution de l'architecture, dès l'époque moderne, a été modifié parce que ceux qui ont voulu se montrer ont acheté 2 parcelles et on est passé de maisons à pignon sur rue à des maisons à façade sur rue et parfois se développant sur des choses assez importantes, chose qui a continué à l'époque contemporaine, bien entendu, 19e siècle et 20e siècle, on est à peu près dans la même logique. Néanmoins, quand on regarde la ville dans le détail à l'heure actuelle, le parcellaire médiéval apparaît encore, si on veut bien regarder. Les paroisses, évidemment, c'était l'entité de base, donc il a fallu reconstituer leur parcours. On s'aperçoit que la ville est coupée entre 2 paroisses. C'est une autre identité de la ville de Luynes, qui est d'avoir 2 puis 3 paroisses, une dans la ville, en bas, une autre sur le plateau très ancienne, qui est peut-être un reliquat de l'ancienne Vigrie, ou peut-être du latifundium antique. Là, je suis réduit à des hypothèses, c'est gratuit de dire cela, mais il y a des traces très anciennes de cette première paroisse, et une troisième fondée près du château et liée au château au XVe siècle par un des barons de Naillet, à l'époque où la Touraine devient Touraine royale. Alors, je parlais de la voirie tout à l'heure, on voit bien que la circulation n'est pas directe. Lorsqu'on arrive du sud depuis la Loire, il aurait été logique d'aller tout droit, seulement c'est là que passe la rivière. Donc, on a canalisé la rivière à certains endroits et détourné les voies de circulation de façon à passer sur des zones hautes qui ont 1 à 2 mètres de hauteur plus élevée que celle où passe la rivière. La voie principale, en fait, la rivière occupait 1,50 m, il restait 1 mètre sur le côté, à pied, à cheval, ça passe, en véhicule hippomobile, ça posait problème. Et toutes les pentes ont été aménagées de façon à renvoyer les eaux en cas de forte pluie qui ruisselait sur le plateau. Ce n'est pas tellement le problème des levées de la Loire. Dès qu'on a érigé les levées de la Loire ne s'étendait pas jusqu'à la ville ou à des moments exceptionnels. Même les grandes crues du 19e siècle n'ont pas touché la ville de Luynes, soit celle de 1846, 56 ou 66. Elle n'avait pas arrivé jusque-là, puisqu'il y a 500 mètres entre la Loire de Varennes, entre la Loire et la ville. Bon, la problématique des fiefs, là, je passe rapidement là-dessus, mais ça avait une importance historique pour comprendre un peu comment tout cela s'est organisé. La question que je me posais, c'est comment les ducs de Luynes ont géré leur territoire. Est-ce qu'ils ont hérité de quelque chose auquel ils n'ont pas touché, ou est-ce qu'il y a eu des recompositions de fiefs comme on a pu s'en rendre compte au XVIIe puis plus au XVIIIe siècle? C'est pas pour l'association de l'histoire de l'architecture, c'est pas un sujet qui
primordial, je pense, pour vous, mais je m'en suis occupé quand même malgré tout. Donc ça donne un schéma comme celui-ci, où on a vu la grande voirie, mais il y a aussi la voirie secondaire. Si on a une paroisse sur le plateau et qu'une partie des maisons de la ville dépendent de la paroisse, comment allait-on sur le plateau qui se trouve 30 à 40 mètres plus haut? Donc j'ai essayé de retrouver les chemins et les moments où les chemins ont été utilisés, et là les ressources des registres, du Minutie ont été très précieuses, ou les escaliers qui permettaient d'accéder. Même question quand on est en haut par rapport en bas, vous êtes dans un vignoble en haut, vous ramassez votre raisin, votre hotte est pleine, c'est lourd, s'il faut que vous fassiez tout le tour pour arriver à la cave qui elle se trouve en bas du coteau, ça va être très pénible. D'où la création de trous dans lesquels on jetait le raisin, donc de communication qu'il était préférable de ne pas utiliser humainement, mais pour les matériaux, en tout cas, il y a eu cet aspect-là à prendre en compte. Et puis la question des paysages, sur lequel je passe rapidement, autant la question des paysages périurbains, c'est-à-dire l'exploitation des varennes, avec le fait qu'en ayant créé une levée, toutes les rivières descendant du plateau ne pouvaient plus se jeter dans la Loire, elles méandrent donc dans les varennes et se rejettent 5 km plus loin. La levée artificielle bloque la Loire, mais elle bloque aussi les sorties depuis le plateau sur la Loire. Donc il y a aussi tout un tas d'aménagements des varennes aux abords de la ville pour gérer le problème des eaux. Sinon, dès qu'il y a des pluies très fortes sur le plateau, le pot de chambre monte et il peut envahir la ville. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement astucieux, de fossés creusés qui sont en fait des fossés régulateurs qui à la fois alimentent et permettent d'éviter que les champs soient toujours dans l'eau. Une gestion des cultures aussi, on voit très bien qu'en vert, donc les prairies sont autour des circulations d'eau, du réseau hydrographique. Les saulées qui ont besoin d'eau, c'est-à-dire les plantations d'arbres, plutôt près de la levée, les racines vont pouvoir puiser, et les terres qui demandent de l'eau, mais pas trop, sont entre ces deux zones. Et la question des jardins aussi, sur laquelle je passe rapidement, c'est-à-dire le schéma qui est en bas. Dans la ville, on met du bâti, il n'y a pas la place de mettre aussi des jardins. Pourtant, il faut bien manger. Donc, on a géré les varennes de façon à les travailler en terrasse pour organiser les jardins. Et l'organisation des jardins m'est apparue comme répondant à un certain nombre de critères que l'on trouve dans des traités, alors soit dans des théories anciennes, dont je vais parler juste après, la théorie des 4 éléments, la théorie des humeurs, que l'on retrouve dans les traités. Et le plus connu étant celui de la Quintinie, mais si vous lisez les travaux d'Olivier de Serres, qui datent du début du XVIIe siècle, les premières théories agronomiques ou d'organisation des jardins s'appuient sur cette organisation qui prend en compte l'orientation, l'exposition, les problèmes gérant l'alimentation en eau ou l'évacuation des eaux, la qualité des terres, etc. Avec l'apparition de nouveautés comme celle des palissages et des espaliers qu'on voit apparaître fin XVIe siècle, courant XVIIe siècle, et qui va aller évoluer. Il ne faut pas oublier, juste une petite parenthèse, Touraine royale à partir du XVe siècle. Ils vont y venir régulièrement jusqu'à François Ier. Les fruits, les poissons, enfin tout ce qui était sur les tables royales provenait de ces jardins, d'où l'expression de jardin de la France qu'on a donné, même si le terme est autre chose, qui avait une grande importance. Alors, voilà, enfin, j'aborde la question qui vous intéresse le plus. Pour terminer, l'étude de bâti, donc, je me suis intéressé sur l'application éventuelle des théories, et effectivement, cette théorie des humeurs ou cette théorie des 4 éléments apparaît dans les traités de jardinage, mais elle apparaît aussi dans des traités architecturaux de façon plus ou moins implicite. Si on lit le traité de Philibert Delorme, on a des réflexions sur la chaleur dans les pièces, dans la taille des ouvertures, l'aération, la ventilation, qui vont induire bien entendu la façon dont les circulations ou dans les structurations internes du bâtiment vont être prises en compte, ce qui m'a donné un schéma d'analyse des différents édifices. Alors mon catalogue, voilà par exemple juste une vue rapide qui permet de voir que depuis certains points de vue, on a le château avec des éléments médiévaux et on voit bien une aile plus classique. On voit des bâtiments en pont de bois, on voit des pignons et des capes à la française, ou ce qu'on appelle plus vulgairement des rondis, donc des bâtiments difficiles à dater. Ça pourrait être 15e, 16e, 17e siècle. Ça disparaît par la suite. On voit un bâtiment un peu particulier au milieu avec un damier brique-pierre.
Alors, la toiture très transformée, mais on voit ce type d'architecture. Donc, une architecture très variée qu'il me fallait situer dans le temps et étudier autant pour ses aspects extérieurs que pour ses structures internes. Je suis passé un peu vite. Donc, les deux piliers, bien entendu, la recherche documentaire confrontée aux études de terrain, où, malgré mon grand âge, ce qu'on me qualifie avec beaucoup de gentillesse de jeune docteur, bon, docteur, oui, apparemment, jeune, moins, j'ai établi un catalogue et il m'a fallu monter dans des charpentes, aller dans des endroits où personne n'était allé depuis longtemps. L'avantage d'avoir les cheveux blancs, c'est qu'on nettoie les charpentes de façon très efficace. Et donc, j'ai établi ce catalogue en essayant de le structurer tel que Alexandre Gadi voulait que je le fasse, que ce soit le plus clair possible. Donc, j'ai mis sur la droite les éléments qui composent ce catalogue, qui forment le 4e volume de ma thèse, avec des éléments techniques. Je ne vais pas vous lire ce qui apparaît à l'écran. Bien entendu, tout ce qui est sources et bibliographies renseignées, notamment à travers les recherches sur les archives du quotidien. Quand c'était possible, un historique et un descriptif. J'ai quand même sélectionné seulement 20 notices de bâtiments qui correspondaient à mon cœur de cible, qui était le XVIIe siècle. L'autre partie du catalogue est composée d'une trentaine d'édifices pour lesquels je n'ai pas établi d'historique et de descriptif, mais j'ai donné toute la documentation et les illustrations cartographiques autres qui permettent de mieux comprendre. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce que ça a donné. Donc, on commence par le Moyen-Âge transformé au XVIIe siècle, avec ce qui subsiste de la halle de l'huile, enfin des halles de l'huile, l'étude de bâti pièce de bois par pièce de bois m'a permis de faire des coupes, des plans dont je vous ai juste mis une coupe longitudinale en bas, de restituer les éléments certains et de distinguer les éléments hypothétiques. Il y a eu des transformations sur lesquelles je me posais des questions, malheureusement. Oui, j'aurais terminé dans 5 minutes. Malheureusement, je n'ai pas eu les budgets pour faire des analyses de bois, donc j'en suis réduit à des hypothèses que l'assemblage permet d'avancer, mais sans la certitude que ce que j'ai sous les yeux du XVe siècle ou du XVIIe. Ça, je n'ai pas encore le laser intégré qui me permet de le dire. Alors, grâce à la 3D, on peut proposer des hypothèses de restitution, mais qui reposent sur les études de bâti. Un autre cas de figure, le couvent qui était à côté du château, vous voyez sur la vue aérienne qu'il n'en reste absolument plus rien, mais grâce au plan terrier et grâce aux archives du minutier, j'ai pu en restituer le plan métré et une proposition d'élévation de la façade, puisque Guénière avait réalisé une gravure, donc j'ai pu essayer de caler un petit peu les choses. Autre édifice particulièrement intéressant, alors lui qui mériterait d'être présenté dans le détail, c'est l'hôpital ducal. On voit une cave ovoïde, on voit qu'il est réalisé sur une terrasse, donc on imagine tous les travaux, toute la réflexion qu'il a fallu avoir, notamment liée à sa fonction hospitalière dans l'esprit de l'Ancien Régime. On peut aller un petit peu plus loin, parce qu'évidemment, j'ai étudié les distributions générales, les distributions internes, le phasage des réalisations, donc l'évolution du bâtiment. Il y a un grand commun à côté qui date du début du XVIIIe siècle, mais qui a des éléments qui s'inspirent de l'architecture, on pourrait dire vernaculaire, notamment le damier brique pierre, dont j'ai pu rétablir les plans successifs en remontant dans le temps, comme on a l'habitude de faire. J'ai juste mis sur la droite la fenêtre telle que je l'ai vue et telle qu'on aurait pu la restituer, qui avait ses menuiseries intactes pratiquement de la fin du XVIIe, entièrement balancées à la benne lors d'un projet de réhabilitation. Sur ce que vous avez sur la photo de haut n'existe plus, sauf si vous allez fouiller dans les poubelles. Donc, ça a été brûlé, je ne sais pas. Particularité aussi, différents types de charpentes qui sont malgré tout homogènes, où là, ma chance a été que le service régional de l'inventaire qui suivait mes travaux, c'était bien le seul, a financé une étude dendrochronologie. J'ai donc pu travailler avec Christophe Perrault de l'entreprise Cèdre, qui m'a apporté beaucoup d'informations extrêmement précieuses, parce qu'il y a aussi archéologue du bâti, qui ont permis de déterminer les fonctions du bâtiment, qui n'était pas qu'une grange, puisque c'était aussi une laverie où on séchait le linge, qui servait aussi de pressoir. C'est un bâtiment extrêmement compliqué, qui fait 30 mètres de long sur 7 mètres de large. C'est un énorme bâtiment
qui avait tout son intérêt et qui maintenant a un intérêt relatif, puisque à peu près tout ce que je vous montre là n'existe plus, ou est caché, ou a été détruit, ou transformé. Enfin, je termine par ce type d'architecture particulier, qui est l'architecture à damier brique pierre, sur laquelle je continue de travailler, en élargissant mon corpus. Pour résumer, deux choses. Premièrement, il est symptomatique de la modestie des bâtiments que l'on trouve à Luynes. Il y a eu une activité économique de soierie, de passementerie intéressante, importante, mais malgré tout, ce n'étaient pas des marchands de grande volée, donc les bâtiments ont une ou deux pièces. On voit effectivement l'évolution, sur la dernière diapo, je préciserai, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. L'origine de l'architecture damier brique pierre reste hypothétique. On pense à Plessis-les-Tours et à Louis XI, qui va donner une architecture brique et pierre, qui va se décliner à partir des années 1510-20 en architecture à damier brique pierre, plus modeste, mais qui peut toucher des châteaux. Puis on l'abandonne dans la deuxième moitié du XVIe, et pour une raison que j'ignore, que je n'ai pas pu déterminer, on la voit réapparaître essentiellement centrée sur le duché Péry de Luynes, avec une assez grande quantité de bâtiments de ce type, donc assez modeste. Bien entendu, je me suis posé la question du statut de la ville. C'est là que je me suis rendu compte qu'entre les historiens de l'art, et cela dépendait de l'époque sur laquelle ils travaillent, et les archéologues, on est loin d'avoir le même regard. C'est intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on qualifie ce petit machin-là que je viens de vous présenter comme une ville ou comme un bourg un peu amélioré? En fait, je serais assez proche de ce que disait dans son rapport Madame Dorgex, ou ce qu'a dit Michel Figeac aussi. Tout est question de services. Les services qu'on trouve dans la ville par l'étude démographique, etc., montrent que c'est une ville à forte dimension rurale. Voilà, je vais simplifier. Mais on ne peut pas la limiter au fait qu'il y a des murs ou il n'y a pas des murs autour. C'est trop restrictif. Et évidemment, j'ai essayé de définir les caractères identitaires qui ne nous intéressent pas particulièrement ici. Donc voilà le résumé, en conclusion. Entre tradition et modernité, c'est une période particulièrement intéressante. On voit dans les jardins les carrés qui continuent d'être en place, la tradition médiévale et même bien plus ancienne est encore là, mais on voit apparaître des nouveautés. Tout ça s'appuyant quand même sur des théories qui sont très anciennes qu'on continue d'appliquer, comme la théorie des humeurs, etc. Hein, la culture de la vigne en tonnelle, aussi étrange que ça puisse paraître, ou en pergola, est majoritaire en Touraine, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, les vignes actuelles ne datent que de la période post-phylloxéra au milieu du XIXe siècle. Et pour le bâti, bon, je ne vais pas m'étaler, un type de carreau va en remplacer un autre. Les pièces en enfilade disparaissent petit à petit. On a plutôt des vestibules traversants distribuant les espaces. Et du volet intérieur de la croisée à la française, on va passer à d'autres types de volets à petits bois avec des contrevents extérieurs, voilà, ce genre de choses qui apparaissent. Je vous remercie beaucoup. J'espère ne pas avoir été